Bonjour à tous et bienvenue à ce point hebdomadaire. Nous sommes aujourd'hui le lundi 7 juin 2021. Le titre de cette présentation, les investisseurs reviennent alors et délaissent le Bitcoin, sont assez clairs par rapport aux actifs que l'on va aborder, les actifs que l'on va détailler. Pour débuter, nous allons détailler la situation sur l'or, notamment concernant les ETF. Nous allons également montrer que l'or n'est pas surévalué pour le moment. Par la suite, nous allons parler des perspectives sur le marché boursier, notamment face à l'inflation. Nous allons enchaîner sur le NFP, un NFP qui a été un rapport NFP qui a été publié vendredi et qui indiquerait une probable pression inflationniste à venir. Nous allons voir pourquoi et nous allons terminer par le focus de cette semaine, de cette présentation, notamment les crypto-monnaies, le Bitcoin face à l'or. Nous allons essayer de voir si on peut considérer le Bitcoin comme un or numérique, comme une valeur refuge, si je puis dire. Donc avant de débuter, nous allons commencer par le traditionnel rappel légal et on va enchaîner par la suite aux top news avant donc d'aborder les différents thèmes. Voilà pour le disclaimer. Alors à présent, donc les thèmes de marché. Vous le savez, le cours de l'or a gagné près de 20% depuis les creux du mois de mars. Alors la question qu'on se pose, est-ce que l'or va continuer sa progression, va continuer sa hausse? Est-ce une réelle reprise de la tendance haussière de fond? On va essayer de voir quels sont les indices que l'on peut déceler. Par la suite, ce qu'il faut savoir, c'est que le rapport NFP a été décevant et effectivement, la mauvaise nouvelle a été une bonne nouvelle. On s'y attendait quelque peu, car effectivement, un marché du travail qui manque de vigueur donne une excuse à la Réserve fédérale américaine pour ne pas aborder les discussions concernant un tapering. Ensuite, concernant le marché boursier, alors comment les actions vont réagir à la hausse des rendements obligataires dans un contexte d'inflation élevée? On va essayer de répondre à cette question et on va parler également de corrélation et on va essayer de répondre surtout à la question à savoir si le Bitcoin est un or numérique. Est-ce que le Bitcoin est vraiment une valeur refuge ou bien est-ce que de par sa volatilité c'est plus un actif risqué? Alors le calendrier économique de la semaine nous réserve pas mal de rendez-vous. Tout d'abord la décision sur les taux de la BOC mercredi à 16 heures. Mais là, la séance la plus importante sera bien entendu jeudi avec la décision de la BCE sur les taux, jeudi à 13h45, et l'inflation IPC aux États-Unis pour le mois de mai à 14h30. Cette vidéo est dédiée au Bitcoin et comme vous le savez, le Bitcoin a pleinement profité des débuts de crainte inflationniste, la première bataille de l'inflation, et c'est celui qui a réussi à surperformer. Mais l'inflation a atteint des niveaux significatifs et on a l'impression que l'or est en train de prendre le relais, est en train de s'envoler ces dernières semaines et le Bitcoin reste un peu à la traîne après les replis, les coups durs, tout d'abord d'un point de vue de réglementation, mais également tous ces tweets d'Elon Musk. Alors, la question est de savoir, est-ce que les investisseurs et est-ce que les institutionnels reviennent sur le métal jaune? On va essayer de répondre à cette question. Les investisseurs reviennent alors c'est la réponse, dans tous les cas, on va le voir graphiquement immédiatement, des graphiques que vous connaissez très bien. Et donc, ce qui a conduit justement à cette hausse des cours de l'or, il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, ces turbulences sur le marché des crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, la baisse de la pression en termes de hausse des rendements obligataires, la matérialisation du risque d'inflation et la résistance des banques centrales. Alors, tous ces facteurs cumulés ont conduit à une hausse des cours du métal jaune. Mais pas seulement, on observe également un changement d'approche, un changement de stratégie, si je puis dire, des ETF qui ont cessé de vendre de l'or et se mettent à l'achat sur ce métal précieux, une tendance que l'on observe également chez les traders particuliers. Et vous pouvez le voir ici, vous retrouverez en blanc les positions. Ce sont donc les positions long à l'achat et vous trouverez en jaune les positions short. Vous avez le petit S ici, ce sont les positions à la vente. On peut voir une nette reprise ici des positions à l'achat pour les ETF, des ETF qui sont en train de revenir, des fonds ETF qui reviennent sur l'or,
qui enregistre à nouveau des flux entrants et cela, bien entendu, a un lien avec ce qui s'est passé sur les crypto-monnaies, notamment sur le Bitcoin, qui a été abandonné par les institutionnels. Donc un retour vers le métal jaune, moins volatile, une vraie valeur refuge face à un marché des crypto-monnaies beaucoup trop risqué pour les institutionnels. Alors à présent, est-ce que l'or est surévalué? Alors ce graphique nous donnera énormément d'informations, notamment sur le long terme. Alors effectivement, c'est le sell-off du Bitcoin qui a permis à l'or de se redresser et donc l'or a attiré l'attention des investisseurs. La baisse de l'or a été significative récemment. On a franchi ici cette ligne rose, la moyenne mobile à 50 périodes. Et donc la dernière fois qu'on l'avait franchi, c'était ici, en 2018. Et on était allé chercher cette standard déviation, cette déviation inférieure à 10% qui a servi de support et qui, encore une fois, récemment, a servi de support pour les cours du gold. Donc une configuration que l'on a déjà vue en 2018 et par la suite, s'en est suivi un rallye considérable des cours du métal jaune et c'est ce support de dernier recours qui avait servi d'appui au cours de l'or et qui a servi encore récemment d'appui au cours avant de repartir à la hausse. Et si on venait à s'intéresser à présent sur le graphique de droite au ratio, on en parle très souvent lors de nos émissions, du ratio tout d'abord or cuivre, mais également du ratio or pétrole. On parle plus souvent du ratio gold copper habituellement que du ratio gold oil. Alors ce que l'on voit tout d'abord au premier abord en s'intéressant au ratio gold copper que l'on retrouve en bleu ici, c'est que l'or n'est plus surévalué. C'était le cas effectivement, mais ce n'est plus le cas à présent. On est sur la moyenne. Vous voyez ici, c'est la moyenne donc du ratio or sur cuivre, en rose, en pointillé. On est très exactement dessus, donc l'or n'est plus surévalué. C'était le cas précédemment. On notera par ailleurs que le ratio or pétrole est toujours légèrement supérieur à la moyenne de long terme. Vous voyez, nous sommes à ce niveau-là concernant le ratio et on retrouve ici la moyenne de long terme en pointillé jaune. Donc, visiblement, l'or n'est plus surévalué et on peut constater un réel rebond technique sur la déviation inférieure, sur la standard déviation à 10%, comme c'était le cas en 2018. Alors, on va continuer, on va essayer de creuser davantage avec notamment ce modèle Bloomberg que l'on retrouve ici à gauche, qui est basé sur les ratios de marché et les fondamentaux. Et donc, selon ce modèle nous dit que l'or n'est pas surévalué, mais qu'il est même sous-évalué. Vous voyez, le seuil de sous-évaluation est ici, en pointillé jaune. Le seuil de surévaluation est ici, en pointillé en haut, donc un niveau que l'on avait atteint, que l'on a refranchi à la baisse, et à présent nous sommes sous-évalués de 100$ l'once. On est à moins 100$ alors qu'on était surévalué de plus de 100$. On revient de loin à l'heure actuelle selon ce modèle Bloomberg. On va s'intéresser à présent au gold par rapport à plusieurs valorisations. On retrouve ici par rapport à quoi on va s'intéresser à l'or pour essayer de savoir si c'est surévalué. Vous avez par exemple ici l'indice des prix à la production. En second, l'indice des prix à la consommation. Les plus importants, on retrouvera également le bilan des banques centrales. À ce niveau-là, on retrouvera d'autres matières premières comme le cuivre, le pétrole, le 10 ans américain. Alors, ce que l'on peut constater tout d'abord par rapport aux moyennes de long terme, c'est que le gold est toujours pour le moment par rapport à ces différentes valorisations, on est toujours surévalué. On est au-dessus la plupart du temps. En revanche, on est en dessous, vous voyez ici, des pics, des sommets potentiels par rapport à ces différentes valorisations. Par exemple, par rapport à l'inflation, comme on peut le voir ici, on avait un sommet qui était à 2412$ l'once et on est toujours, l'or est toujours moins cher par rapport à l'inflation. On est 24% en dessous, on est 24% en dessous de ces pics. Et également par rapport au marché boursier, si on s'intéresse à présent au marché boursier, l'or est toujours moins cher que le marché boursier et moins cher par rapport, si on venait à le comparer par rapport au bilan des banques centrales. Ici on retrouvera par rapport au marché boursier, vous voyez, moins 50% par rapport ensuite le bilan des banques centrales.
nous sommes à moins 40%. Donc effectivement, selon le modèle de Bloomberg, l'or est sous-évalué de 100 $. Mais si on venait également à s'intéresser par rapport à plusieurs valorisations, l'or n'est pas cher par rapport à la plupart de ces données. On va s'intéresser à présent aux perspectives du marché boursier parce qu'effectivement, toutes ces histoires d'inflation impactent énormément le gold, mais ça impacte également le marché boursier. Et ce qui est intéressant de savoir, d'essayer d'en tirer, d'essayer de prendre du recul tout d'abord par rapport au marché aux 10 ans, au rendement obligataire américain et au marché boursier. Alors il y avait une corrélation entre ces deux-là, entre les rendements obligataires américains et le marché boursier, une corrélation qui a changé. Vous voyez ici, alors cette courbe matérialise justement cette corrélation, on peut le voir, de 70 jusqu'aux années 90, la corrélation était négative, hein, on était sous la barre de 0. Par la suite, cette corrélation est devenue positive. Depuis la fin des années 90, depuis 1997 très exactement. Il faut savoir que c'est le moment où les banques centrales ont appliqué des objectifs d'inflation. Et le moment où il y avait une corrélation négative, voyez l'inflation. Ici, on retrouve l'inflation à ce niveau-là. L'inflation était un réel problème. On atteignait des niveaux considérables et par la suite, on a eu les banquiers centraux ont mis en place des objectifs. L'inflation n'était plus un problème, ce qui nous a ramené vers une corrélation positive. Alors la question, c'est de savoir est-ce que ce repli va se poursuivre? Est-ce qu'on va changer de corrélation si on a une poursuite de la hausse de l'inflation? Si l'inflation augmente, est-ce que la corrélation ici va franchir la barre des zéros pour devenir négative? Donc bon, ça pourrait être effectivement un scénario c'est un scénario qui se défend et ce serait ce serait un signal baissier hein, pour les actions concrètement. Donc voilà où nous en sommes d'un point de vue tout d'abord de la corrélation, très important de le comprendre parce que cette corrélation n'a pas été constante dans le temps. Il faut comprendre pourquoi il y a eu un changement de corrélation. On est passé d'une corrélation négative des années 70 à la fin des années 90, à un moment où l'inflation était extrêmement élevée. Par la suite, l'inflation n'a plus été un problème et les banquiers centraux ont mis en place donc des objectifs d'inflation et on a eu un shift, un changement de corrélation. On est passé de négatif à positif. Alors, à présent, on va s'intéresser à un modèle qui a disparu, un modèle que l'on n'utilise plus, mais toujours intéressant. Alors, avant, il y avait ce que l'on appelle la règle des 20. Vous voyez ici ce niveau de 20 que l'on retrouve à ce niveau-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le ratio price earning plus inflation. Vous voyez ici sur l'axe désordonné. Donc, il y a deux bornes. La borne supérieure, c'est 20 plus 5. La borne inférieure, 20 moins 5. Alors, ce que l'on constate, c'est qu'on a largement franchi la borne supérieure. On est en train de s'éloigner considérablement des 20. On est même sur des records historiques. Alors, effectivement, si les investisseurs se détournent à cause de l'inflation du marché boursier, s'ils refusent de payer justement parce qu'il est question de cela, les bénéfices futurs, on pourrait assister à une baisse ici considérable. Même si ce modèle n'est plus utilisé depuis la fin des années 90, depuis que l'inflation n'est plus un problème, il est tout de même très important de constater qu'on est sur des records historiques par rapport à ce modèle. On a largement franchi les 25 et on est en train de se rapprocher des 35. À présent, nous allons aborder le NFP, donc on n'a pas pu le détailler un vendredi, on en a pris connaissance dans l'après-midi. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est à quoi on peut s'attendre par rapport à ce marché du travail et justement, on va essayer de voir pourquoi ce rapport NFP laisse présager davantage de pression inflationniste. On va voir quelles données il faut regarder pour en tirer ce genre de conclusion. Alors tout d'abord, voici ce screenshot issu de Bloomberg avec les différents détails de ce rapport NFP, rapport publié chaque premier vendredi du mois. Ici en l'occurrence, on était le 4 juin à 14h30. Alors, un rapport décevant. On a un chiffre de 559 000 créations d'emplois non agricoles contre 675 000 attendus. Donc largement inférieur aux attentes. Alors effectivement, la bonne nouvelle, c'est que bon, déjà il y a la mauvaise nouvelle, on en a déjà parlé, les entreprises ont du mal à trouver des employés. Il y a beaucoup d'aides et donc certaines personnes ne sont pas encouragées à reprendre le travail de par toutes ces aides. Mais il y a
un retour de pas mal de postes, de pas mal d'emplois, notamment les barman et les serveurs. On dénombre 186 000 nouveaux emplois en tant que barman et serveur aux États-Unis le mois dernier. Donc un retour de ces emplois-là, on comprend tout naturellement pourquoi, l'ouverture de l'économie, l'ouverture des restaurants et des bars. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la croissance des salaires, hein, que l'on retrouve ici est largement supérieure. Qui dit croissance des salaires, tout logiquement, hein, pour les entreprises, c'est une hausse des coûts. Et cette hausse des coûts, elle ne va pas être endossée par les entreprises, elle va être répercutée sur les consommateurs et donc ça sera une nouvelle pression inflationniste et c'est pour cela que la donnée de l'IPC pour le mois de mai qui sera publiée jeudi sera à nouveau capitale. Donc l'inflation, on en entend parler, parfois on l'oublie un petit peu, mais là on va s'en rappeler avec l'IPC jeudi et donc je suis persuadé que ça aura un impact considérable sur les marchés. Et d'ailleurs pourquoi cette réaction face à ces chiffres-là, à un NFP inférieur aux attentes, 559 000 créations d'emplois lorsqu'on s'attendait à 675 000. Alors notamment, normalement, le réflexe serait de se dire effectivement, on a un marché de l'emploi qui se porte moins bien qu'attendu, donc ça devrait être baissier pour les indices. Si on fait abstraction du contexte, cela aurait dû entraîner une vente sur les indices avec des valorisations extrêmement élevées. On a pu constater l'inverse. Cette mauvaise nouvelle a été une bonne nouvelle. On a eu un bond des indices, un dollar américain qui s'est replié considérablement parce qu'il faut savoir qu'à présent, la Réserve fédérale américaine peut temporiser davantage avec comme excuse justement ce marché du travail qui peine à retrouver des couleurs. Et d'ailleurs, le vice-président de la Réserve fédérale américaine, Clarida, a déclaré qu'il se concentrerait, les membres de la Fed se concentreraient davantage sur l'emploi à l'heure actuelle. Et donc, il est très peu probable que ce rapport d'NFP décevant pousse la Fed à se rapprocher, à discuter d'un resserrement de politique monétaire et donc d'un tapering. Donc, voilà pourquoi la mauvaise nouvelle a été une bonne nouvelle, parce qu'effectivement, la Réserve fédérale américaine va garder son approche. La Réserve fédérale américaine reste là et ne discutera pas dans les semaines, voire les mois à venir, dans les semaines à venir plutôt de tapering. Et donc cela a entraîné une baisse du billet vert et une hausse des indices américains. À présent, on va entrer dans le vif du sujet avec les crypto-monnaies. Alors, on a très souvent parlé de cet aspect de valeur refuge du Bitcoin, d'or numérique. Alors, est-ce que le Bitcoin a toujours ce statut-là? Est-ce qu'on peut le considérer? Déjà, ce qu'on va essayer de mettre en place, on va essayer de savoir quels sont les critères qui font d'un actif une valeur refuge. Une valeur refuge, par définition, est une valeur qui est peu risquée. C'est une valeur qui va nous permettre de nous couvrir contre des conditions de marché défavorables. Ça peut être l'inflation, ça peut être plein de choses. Et donc, par définition, une valeur refuge se doit de ne pas être une valeur risquée. Et malheureusement, c'est ce qu'est le Bitcoin, une valeur risquée de par sa volatilité. Et on peut le voir, hein, cela a poussé les opérateurs à s'en détourner, des opérateurs qui s'étaient intéressés au Bitcoin de par tout d'abord sa rareté, mais également son potentiel de couverture contre l'inflation. Et c'est ce qui a poussé les investisseurs à s'intéresser à cet actif. Mais on l'a vu après le sell-off des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin, hein, certains institutionnels se sont détournés du Bitcoin au profit de l'or. En atteste ce graphique. Vous voyez ici, hein, ce sont les fonds Bitcoin qui se sont repliés alors que les ETF Gold sont en train de se redresser. Donc c'est un réel... c'est un tournant, si je puis dire. On jette le Bitcoin et on revient vers une valeur plus traditionnelle. On revient vers le gold. Alors, la question, hein, donc qu'on se pose, on n'arrête pas de le dire, c'est qu'effectivement, est-ce qu'on peut qualifier le Bitcoin de valeur refuge à l'image des métaux précieux au vu de sa volatilité? Alors, il y a tout de même un retour vers le Bitcoin. Il faut nuancer ses propos, hein. On atteste ici ce graphique. Certains investisseurs institutionnels reviennent vers le Bitcoin et profitent de ces prix bas. C'est le cas notamment de Canadian Purpose Bitcoin ETF. On voit que ces avoirs commencent à augmenter. Vous voyez ici, hein, on a enregistré de la part de cet ETF
des entrées positives, notamment jusqu'à début mai. Par la suite, il y a eu des sorties de capitaux concernant les bitcoins. C'est ce qui a dominé. Et vous voyez ici hein, le creux baissier. Et ces sorties de capitaux ont commencé justement lorsqu'il y a eu, lorsque les déboires sur le marché des crypto-monnaies ont commencé. Mais après la forte correction, on voit ici un retour des entrées des capitaux, des entrées de capitaux qui repartent à la hausse depuis la fin du mois de mai. Donc il faut tout de même nuancer ces propos. Certains institutionnels ont profité du repli du Bitcoin pour entrer à nouveau sur cet actif. Alors, est-ce que le Bitcoin, on peut qualifier le Bitcoin d'or numérique? Vous voyez ici graphiquement, 3 graphiques superposés. C'est ce qui va nous permettre de conclure. On retrouve le copper en bleu, le Bitcoin en vert et rouge, le gold en jaune. Alors effectivement, ce que l'on peut en déduire, c'est que le Bitcoin se comporte davantage comme le copper. Hein. Vous voyez la manière, vous voyez la volatilité que l'on peut constater sur ce marché-là. Le copper qui est considéré comme un actif risqué, étant donné qu'il est très volatile par rapport à l'or. L'or qui est une réelle couverture contre l'inflation. Donc effectivement, très difficile de parler de valeur refuge face à un actif aussi volatile que cela. Et ce graphique nous permet également de constater un début peut-être de corrélation négative. Hein. Vous voyez, lorsqu'on se délaisse, lorsqu'on met de côté, lorsqu'on se rue vers le Bitcoin, on se débarrasse du gold. Inversement, lorsqu'on se débarrasse du Bitcoin, on se rue vers le gold. Donc, pour conclure, ce graphique très simple, hein, sans indicateur, absolument rien, ce sont juste 3 actifs superposés, on peut en tirer 2 conclusions. Tout d'abord, les comportements des cours du Bitcoin ressemblent davantage à ceux du copper qu'à ceux du gold. En plus de cela, il apparaîtrait qu'il y ait une corrélation négative entre le gold et le Bitcoin. Le gold qui garde son statut de valeur refuge et même de couverture peut-être contre l'inflation. Et voilà donc sur cette présentation touche à sa fin. Je vous remercie pour votre temps. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire hein, sur ce sujet. Alors, cette semaine sera capitale, bien entendu. Hein. On en saura beaucoup plus jeudi lors de la publication des chiffres concernant l'inflation. Prudence sur le Bitcoin qui ne parvient pas à se ressaisir. En revanche, hein, l'or qui est repassé tout de même sous les 1900 $ l'once pourrait repartir à la hausse. En atteste la configuration hebdomadaire. On a eu un signal qui a été validé, même si on est en pullback à l'heure actuelle en hebdomadaire sur le nuage Ishimoku. Cela pourrait être un point d'appui avant une reprise haussière et je l'espère, on en reparlera très prochainement parce qu'effectivement, si ce signal est validé, on pourra aller chercher les précédents sommets, vous l'aurez compris, les précédents records historiques qui datent de l'été dernier, de l'été 2020. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Alors demain, il n'y aura pas de Good Morning Market car vous le savez certainement, il y a un événement, une journée de formation qui se déroulera tout au long de la séance et donc je n'aurai pas accès à notre chaîne YouTube. D'ailleurs, c'est le dernier jour pour vous inscrire. Hein. Je vous mettrai le lien d'inscription en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à y participer. Il y a plusieurs intervenants. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout suivre. Si un intervenant ou plusieurs vous intéressent, vous pouvez sélectionner ce qui vous convient. Donc, pas de Good Morning Market demain. Hein. J'ai pas pu vous prévenir ce matin. Je n'étais pas au courant. On se retrouvera dès mercredi pour le prochain Good Morning Market. Très bonne fin de journée et à mercredi. Au revoir.